4 aéronefs avaient pénétré dans l'espace aérien iranien depuis 3 directions différentes, et pas un seul radar au sol n'avait enregistré leur présence. Aucune alarme. Aucun ordre de décollage en urgence. Aucune reconnaissance qu'il se passait quoi que ce soit d'inhabituel dans le ciel nocturne. Cette invisibilité n'était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat de décennies d'ingénierie, de milliards investis en développement, et d'une philosophie selon laquelle l'arme la plus dangereuse est celle que l'ennemi ne voit jamais venir. Le bombardier furtif B-2 Spirit est cette philosophie rendue réelle, une aile volante capable de transporter une charge destructrice supérieure à celle de la plupart des navires de guerre, tout en présentant une surface radar équivalente à celle d'une balle de golf. 4 d'entre eux s'enfonçaient maintenant profondément dans l'un des espaces aériens les plus défendus de la planète, chacun emportant suffisamment de munitions guidées de précision pour fermer définitivement les complexes souterrains de missiles que l'Iran avait mis des années et d'énormes ressources à creuser dans les montagnes. Les Iraniens croyaient ces complexes intouchables. Ils allaient découvrir ce que signifie réellement « intouchable » quand l'adversaire dispose du bon outil. Le paquet cible avait été constitué sur plusieurs mois. Des installations souterraines de stockage et de lancement de missiles balistiques, enfouies profondément dans le relief montagneux, conçues dans le but explicite de résister aux frappes aériennes conventionnelles. Certains complexes disposaient de plusieurs entrées en cavernes réparties sur une vaste empreinte géographique. D'autres intégraient des puits verticaux permettant de tirer les missiles directement vers le haut à travers des ouvertures pratiquées dans le plafond de la montagne, ce qui signifiait que l'installation pouvait fonctionner même si ses entrées horizontales étaient obstruées. Les ingénieurs qui avaient conçu ces sites connaissaient la puissance aérienne moderne. Ils avaient étudié ce qui arrive aux infrastructures de missiles exposées lorsque des armes guidées de précision surgissent sans prévenir. Alors ils étaient allés sous terre, s'étaient entourés de centaines de mètres de roches, et avaient construit des installations conçues pour résister à tout, sauf à un impact direct par une arme spécifiquement conçue pour pénétrer le béton armé avant de détonner. La bombe anti-bunker GBU-31 est précisément conçue à cet effet. 2000 livres de casing en acier traité entourant une ogive à explosifs puissants, avec un kit de queue ajustant ses ailerons 10 fois par seconde pour guider l'engin vers des coordonnées GPS à une précision de quelques mètres. Les Iraniens savaient que cette arme existait. Ce qu'ils n'avaient pas pleinement anticipé, c'était la plateforme qui allait la livrer, évoluant à 42 000 pieds d'altitude, invisible, en pleine nuit, avec 4 aéronefs convergeant simultanément vers des cibles réparties sur des centaines de kilomètres de territoire. La mission exigeait une précision non seulement dans le largage des armes, mais aussi dans le timing, le routage, et la gestion d'un environnement de menace ni statique ni prévisible. La défense aérienne iranienne avait été reconstruite et renforcée à la suite des frappes israéliennes qui avaient démantelé les batteries S-300 d'origine russe l'année précédente. Ce qui les avait remplacés était de conception domestique, un système radar à réseau phasé mobile construit sous embargo, avec une portée d'engagement estimée à environ 150 km. Il manquait de la sophistication du matériel qui le remplaçait, mais il était opérationnel, mobile, et ses opérateurs étaient motivés. Par ailleurs, l'aviation de chasse iranienne restait un facteur. L'armée de l'air disposait de MiG-29 Fulcrum stationnés sur des bases positionnées à une distance inconfortable de plusieurs complexes cibles, et ces appareils emportaient un capteur qui rendait l'invisibilité radar du B-2 nettement moins rassurante que les planificateurs de mission l'auraient souhaité. Le système de recherche et de pistage infrarouge IRST est un capteur passif qui détecte la chaleur plutôt que de réfléchir l'énergie radar. Il n'émet aucun signal que la cible peut détecter. Il se fiche de la précision avec laquelle une surface a été recouverte de matériaux absorbant les ondes radar. Il cherche la signature thermique produite par des moteurs propulsant un aéronef dans l'air raréfié, et 4 turbofans General Electric F-118 brûlant du carburant pour maintenir un appareil de 150 tonnes en altitude produisent exactement le type de signature thermique qu'un système IRST est conçu pour détecter. La portée de détection est inférieure à celle du radar, et la géométrie doit être favorable, le capteur doit être orienté approximativement dans la bonne direction et à une altitude appropriée par rapport à la cible. Mais la possibilité existait. Et dans la planification d'une mission où les aéronefs ne portent aucune arme capable de les défendre contre un intercepteur, le mot « possible » pèse d'un poids considérable. C'est pourquoi l'escorte existait. 2 F-22 Raptor, opérant sous des indicatifs d'appel reflétant la nature prédatrice de leur rôle, étaient positionnés pour intercepter tout ce qui menacerait le couloir d'approche de la formation de bombardiers. Le F-22 emporte le radar à réseau électronique actif APG-77, un système capable de détecter et de pister des cibles à des portées qui donnent au pilote du Raptor la possibilité d'engager avant même que le récepteur d'alerte radar de la cible n'accuse réception d'une menace.
À 97 km, le Raptor peut verrouiller 2 cibles distinctes simultanément tout en restant pratiquement invisible pour le radar ZUCMI du Fulcrum. La géométrie de cet engagement est entièrement à sens unique. Le F-22 sait exactement où se trouve le MiG, et le MiG ignore totalement que le F-22 est là. Dans un engagement en ciel dégagé, cela produit un résultat parfaitement prévisible. Le problème, comme les pilotes d'escorte allaient bientôt le découvrir, c'est que le ciel au-dessus du nord-ouest de l'Iran n'est pas dégagé. Il est rempli de montagnes. L'ordre de décollage en urgence fut donné depuis la base aérienne de Tabriz, située à peine 24 km de l'un des principaux complexes cibles. 2 MiG-29 Fulcrum décollèrent et se dirigèrent vers le couloir d'approche, non pas parce que les équipages avaient détecté les bombardiers, ce n'était pas le cas, mais parce que l'activité sur leur réseau radar sol longue portée suggérait qu'un appareil opérait dans un secteur où rien ne devrait se trouver. Le pilote de tête du Raptor s'activa délibérément sur son radar à 50 miles, transmettant un verrouillage clair aux 2 cockpits iraniens. Les récepteurs d'alerte radar des 2 Fulcrum s'allumèrent. 2 pistes distinctes, cap et distance confirmées. Le pilote de tête iranien fit ce qui était tactiquement correct. Il vira brusquement à gauche et descendit vers la crête montagneuse au nord-ouest de Tabriz, où l'encombrement du relief briserait le retour radar du Raptor et lui donnerait la possibilité de se repositionner sans être pisté en continu. Son ailier suivit. Il ne fuyait pas. Des MiG en fuite représentent un problème simple. Des aéronefs qui se retirent dégagent le couloir, les bombardiers poursuivent leur route, la mission continue. Ces pilotes manœuvraient utilisant des vallées et des crêtes qu'ils avaient entraînées pendant des années pour refuser au Raptor une géométrie de ciblage nette tout en sondant régulièrement le couloir. C'est un tout autre type de problème. Un MiG qui disparaît dans l'encombrement du relief n'est pas une menace neutralisée. C'est une menace différée. Chaque fois que l'un des Fulcrum remontait au-dessus d'une crête pour regarder à nouveau vers le couloir d'approche, les pilotes de Raptor disposaient d'une fenêtre de quelques secondes avant que l'appareil ne replonge dans les vallées. Trop courte pour qu'un missile AIM-120 AMRAAM puisse couvrir la distance de manière fiable avant que la cible ne retrouve l'encombrement du sol. L'AMRAAM est un missile Mach 4 doté de son propre radar actif autodirecteur, il n'exige pas de l'aéronef lanceur qu'il maintienne un verrouillage continu après le tir. Mais il nécessite quand même que la cible soit visible suffisamment longtemps pour que l'autodirecteur puisse acquérir et pister avant que les interférences du relief ne brouillent le retour. L'ailier tenta exactement ce type de tir lorsque le second Fulcrum émergea au-dessus d'une crête, se présentant brièvement pour une solution de tir. Le missile quitta le rail, accéléra, puis le MiG s'inversa et plongea dans un canyon. Les parois de la vallée absorbèrent le retour radar, l'autodirecteur perdit la piste, et un missile représentant une fraction significative du salaire annuel d'un enseignant percuta un flanc de montagne plutôt qu'un Fulcrum. Les Iraniens n'avaient pas surpassé les Raptors en pilotage. Ils avaient déjoué la géométrie en utilisant leur connaissance du terrain comme arme tactique. C'était le jeu d'attrition le plus dangereux imaginable, disputé à Mach 1,5 avec $1 million balancés à chaque opportunité. À l'intérieur des bombardiers, les équipages ne suivaient pas ce déroulement avec un intérêt académique détaché. Le compte à rebours de la mission approchait d'une fenêtre de largage qui ne pouvait être déplacée sans entraîner des conséquences en cascade sur l'ensemble du paquet cible. L'ouverture des soutes multiplie par 100 la surface radar du B-2. L'ingénierie qui réduit l'aéronef à un retour radar de la taille d'une balle de golf, les surfaces incurvées, la structure absorbant les ondes radar, la géométrie des entrées d'air, tout cela devient irrelevant pendant les 10 secondes d'ouverture des portes. Durant ces 10 secondes, tout système radar iranien regardant dans la bonne direction au bon moment reçoit le type de retour qui déclenche des lancements de missiles. Les MiG n'avaient pas besoin d'abattre un B-2 pendant le passage de bombardement. Ils avaient juste besoin d'être en position où leur capteur IRST était pointé vers le bon coin de ciel au moment de l'ouverture des portes. À 50 km, par une géométrie favorable, le panache thermique de 4 moteurs en altitude pourrait suffire. Le commandant de mission autorisa la formation à poursuivre en se basant sur une géométrie plaçant les 2 Fulcrum hors de ce seuil de détection. C'était le meilleur calcul disponible. Ce n'était pas une garantie. Rien dans cette mission n'offrait de garantie. Les portes de soute s'ouvrirent au-dessus du complexe nord de Tabriz. Le lanceur rotatif s'activa. L'acquisition GPS fut confirmée sur chaque arme avant le largage. En bas, dans les vallées, 2 pilotes de MiG-29 continuaient de traquer une cible qu'ils ne trouveraient jamais. Les portes de soute se refermèrent. La surface radar retourna à la taille d'une balle de golf. Les bombardiers virèrent vers l'ouest et entamèrent le vol retour de 14 heures.
À 170 000 $ de l'heure de vol, le transit seul représentait une dépense qui défie toute compréhension ordinaire. Derrière eux, la montagne était encore en train de se stabiliser. Et dans les vallées au nord-ouest de Tabriz, 2 pilotes de Fulcrum tournaient en rond au-dessus d'une cible qui n'existait plus, traquant un aéronef déjà à plus de 300 km. Mais la mission n'était pas terminée. Et la phase suivante introduisait un niveau de complexité dont les équipages de Tabriz avaient été épargnés. La deuxième section du paquet de frappe approchait des cibles au sud-ouest et au nord-ouest d'Ispahan quand 2 crises entièrement distinctes surgirent dans le même espace aérien, presque au même moment, l'une cherchant à détruire le bombardier, l'autre cherchant à l'aider, les deux créant des problèmes qui n'apparaissaient dans aucun document de planification. La batterie radar mobile à réseau phasé qui s'était cachée dans les montagnes au sud d'Ispahan pendant plusieurs heures prit sa décision. Ces opérateurs avaient attendu une cible qui vaille l'exposition, activer un radar dans un espace aérien contesté, c'est s'annoncer, et les annonces appellent des réponses. Mais les capteurs passifs avaient détecté quelque chose en altitude sur un cap correspondant au couloir d'approche prévu, et le commandant de batterie s'engagea. Le radar se mit en marche. Pistage actif établi. Le système disposait d'une résolution suffisante pour élaborer une solution de tir. LEA 18G roulé assigné à cette section de la frappe capta l'émission instantanément. Le brouilleur de nouvelle génération ALQ 249, le système qui avait remplacé l'ALQ 99 vieux de 40 ans que la marine avait opéré jusqu'à récemment, inonda la fréquence de pistage d'une puissance rayonnée suffisante pour réduire l'affichage du radar iranien à du bruit électronique. Un F-35 qui avait passé les 90 minutes précédentes à cataloguer passivement cette source d'émission exacte, en construisant un fichier de localisation précis sans jamais émettre le moindre signal détectable, transmit les coordonnées de la grille via Link 16 au groulet. Le missile AGM-88 Arm quitta le pylône. Son ramjet intégré accéléra vers Mach 4 et commença à monter. 60 secondes de temps de vol séparaient ce missile du radar qui avait déclenché son lancement. 60 secondes est également un intervalle significatif dans le contexte d'un engagement par missile solaire. Si la batterie iranienne pouvait développer une solution de tir suffisamment nette à travers le bruit de brouillage pour lancer avant l'arrivée du Arm, un missile serait en l'air avec le nom du bombardier dessus. Le groulet pompait suffisamment de puissance de brouillage pour dégrader la solution en dessous du seuil de lancement, probablement. Le mot « probablement » portait un poids considérable à cet instant. Tout le monde sur la fréquence le comprenait. Personne ne le dit à voix haute. Simultanément, depuis l'Est, l'alerte de conflit d'espace aérien arriva. Le couloir de coordination vers Ispahan avait été chorégraphié à la seconde près, chaque aéronef assigné à un bloc d'espace aérien spécifique, les altitudes déconflictualisées, la séquence temporelle établie. Cette chorégraphie supposait que tous les participants maintiendraient leurs positions assignées. 4 lanceurs érecteurs transporteurs sortant d'une entrée de caverne à l'est d'Ispahan changèrent la donne. Les véhicules transportaient des variantes du Shahab 3, en route vers des sites de dispersion depuis lesquels ils seraient en mesure de menacer les installations de la coalition dans toute la région du Golfe. Une formation d'aéronefs israéliens repéra le convoi à l'infrarouge et le pilote de tête prit une décision dans le temps qu'il faut à la plupart des gens pour choisir entre 2 plats du menu. Il vira vers l'est en traversant la ligne de coordination avec son ailier, les 2 appareils se rapprochant du convoi avec des bombes de petit diamètre chargées et prêtes. Les missiles étaient en mouvement. Attendre une autorisation signifiait les perdre dans les cols de montagne. Les Israéliens n'attendirent pas d'autorisation. À l'intérieur du bombardier, le commandant de mission gérait désormais simultanément une attaque de précision à 16 armes contre 2 complexes de cavernes distincts, une batterie de missiles solaires cherchant activement à abattre son aéronef, et 2 chasseurs furtifs israéliens qui venaient d'entrer dans son couloir déconflictualisé par en dessous. 3 aéronefs qui ne peuvent pas se voir sur radar car c'est la philosophie de conception que tous 3 partagent, convergeant vers le même bloc d'espace aérien. La séparation verticale était réelle mais elle se réduisait, et la solution exigeait de reprogrammer les coordonnées GPS de 16 armes tout en approchant de la cible à 13 km par minute. Le commandant de mission ne s'arrêta pas de bouger. Les doigts sur l'écran de ciblage, mettant à jour les points de visée un par un, transférant les heures de pratique en simulateur vers des actions réelles dans un aéronef réel avec des conséquences réelles attachées à chaque saisie.